Situé au cœur de l'Afrique équatoriale, entre lacs et montagnes, se trouve un pays à la faune sauvage exceptionnelle, l'Ouganda. Au sud-ouest, et à plus de 1000 mètres d'altitude, les collines disparaissent sous une épaisse végétation. Quels animaux peuvent bien vivre ici, dissimulés sous le manteau impénétrable de la canopée? Même les rayons matinaux du soleil peinent à dévoiler qui se repose au sol. Pour ce vieux chimpanzé, le réveil est fastidieux. Ses congénères dorment dans les arbres, mais lui n'hésite pas à faire une grasse matinée par terre, car il sait qu'il ne risque rien. Le chef de son clan veille sur leur territoire. Voici Toti. Toti assume son rôle de mâle alpha avec le plus grand sérieux. En tant que chef, il doit détecter les éventuelles intrusions d'un autre clan. Tout étranger serait impitoyablement chassé. La surveillance est d'autant plus ardue que les 40 individus de son clan sont répartis en petits groupes, éparpillés sur tout le territoire. Les arbres fruitiers constituent une zone d'attroupement. Les chimpanzés se préviennent les uns les autres dès que les fruits sont mûrs. Le partage des ressources alimentaires est un bon moyen de fédérer le clan en créant du lien social. Tout en souplesse, ce jeune chimpanzé a vite fait d'atteindre les nouvelles baies à l'extrémité des branches. Celui-ci, plus âgé, plus lourd et blessé au poignet, se rabat sur quelques feuilles soigneusement choisies. Il trouvera des fruits plus faciles d'accès ailleurs. Et à l'occasion, il pourra toujours chasser de petits mammifères, même des singes, ou voler des œufs. Le jeune chimpanzé profite de cet immense terrain de jeu en s'émancipant très progressivement de sa mère. Il ne s'éloigne jamais complètement d'elle pendant les 8 premières années de sa vie, même si elle a généralement 1 ou 2 autres bébés entre-temps. Avec leurs faces roses et leurs grandes oreilles, les petits chimpanzés d'un même âge se ressemblent tous. Mais durant l'adolescence, vers 10 ans, la peau de leur visage brunit ou noircit et ils gagnent alors des traits distinctifs. Les mâles d'âge mûr, entre 20 et 45 ans, se reconnaissent à leur morphologie musclée et à leur barbe blanche. Celui-ci, en train de manger le fruit d'un jacquier, est un lieutenant de Toti et occupe donc une position assez élevée dans la hiérarchie du clan. Il n'en est pas le numéro 1, soit parce qu'il n'a pas réussi à battre Toti en duel, soit parce qu'il n'a pas su rallier à lui les autres membres du clan. Ou peut-être attend-il simplement son heure. Ce jeune mâle n'en est pas encore là. Mais en proposant une part de fruits à Toti, il témoigne de son respect au chef. Il a bien compris comment les alliances peuvent être stratégiques dans la vie sociale complexe des chimpanzés. Même s'il démarre en bas de l'échelle, il a des années pour apprendre à se faire une place. Peut-être pourra-t-il devenir lieutenant lui aussi. Il a remarqué que d'autres chimpanzés, plus solitaires, semblent avoir renoncé à toute ambition sociale. Le mieux qu'il ait à faire pour le moment est donc d'observer et de prendre des forces.
Qui sait ce que l'avenir lui réserve? Toti, lui, doit préserver sa place et assurer son rôle de protecteur. À 23 ans, il en est à peu près à la moitié de sa vie. Cela fait 1 an qu'il dirige le clan. Son regard calme, l'absence de cicatrices et sa musculature modérée suggèrent que c'est surtout grâce à son intelligence et à son charisme qu'il a réussi à nouer des alliances et gagner la place de chef. Ainsi, Toti veille sur son clan et son territoire. Il salue la forêt qui protège et nourrit les siens. Cette forêt qui représente tout pour eux. Cette forêt au-delà de laquelle, parfois, son esprit s'évade vers un ailleurs mystérieux. Peut-être se projette-t-il à une centaine de kilomètres au sud. Là où domine la chaîne de volcans des Virunga, nappés de leur célèbre brume. À 2000 mètres d'altitude, il découvrirait alors une jungle impénétrable. Une végétation si dense que seuls les insectes semblent pouvoir s'y faufiler. Et pourtant, les grands singes qui vivent ici auraient de quoi impressionner Toti. Car cet endroit inaccessible est le refuge des derniers gorilles des montagnes. Le mâle adulte est reconnaissable à son crâne allongé et à son dos argenté. Il veille sur sa famille, composée de quelques femelles, de leurs jeunes et d'un ou deux autres mâles adultes, mais non dominants. Le gorille passe un tiers de sa journée à s'alimenter. Strictement herbivore, il s'amuse néanmoins à chasser les fourmis qui lui apporteront quelques protéines. Son ventre imposant s'explique par le besoin d'absorber et de digérer quotidiennement plus de 30 kilos de feuilles, de racines et de fruits. Ces aliments étant relativement pauvres en nutriments, il doit donc les avaler en grande quantité pour nourrir ses 200 kilos de muscles. Les gorilles restent peu de temps au même endroit, d'autant qu'ils n'éprouvent aucune difficulté à se déplacer sur un terrain abrupt, même au travers du fouillis végétal. Protégés par leur épaisse fourrure, les plus jeunes s'entraînent à l'acrobranche, à la roulade et testent leur sens de l'équilibre.
Mais le meilleur exercice consiste à entraîner ses demi-frères dans ses bêtises. Malgré son poids, le mâle à dos argenté grimpe facilement aux arbres qui lui offrent de bons points d'observation. Mais c'est sur le sol qu'il se déplace réellement. Il effectue de courtes distances et s'immobilise fréquemment pour s'assurer de la tranquillité des lieux. Sa petite famille le rejoindra quelques minutes plus tard. Malgré son air imposant, le gorille des montagnes est un animal pacifique. En père attentif, il s'assure que sa progéniture est entre de bonnes mains. En ce moment, c'est son fils aîné qui veille sur elle. Il peut donc profiter de ce moment de tranquillité pour se reposer. Avec la digestion, l'appel de la sieste se fait sentir. Il peut s'y laisser aller, d'autant que le fils aîné semble résigné à ce que son dos argenté fasse office de trampoline. Les jeunes jouent en toute insouciance, sans savoir qu'ils représentent l'avenir incertain des 1000 derniers gorilles des montagnes qui survivent en Afrique équatoriale. C'est finalement une femelle qui met un terme à la sieste en manifestant son envie de bouger. Et les jeunes turbulents ne demandent pas mieux que de continuer à se défouler. Difficile de dormir tranquillement dans ces conditions. Visiblement, le chef de famille doit reprendre du service. Cette forêt de montagne ne serait pas si luxuriante si elle n'était pas abondamment arrosée. Il pleut presque quotidiennement. Le caméléon de Jackson, habitué à ce climat d'altitude humide et frais, en est quitte pour chercher un abri sous les feuilles. Le singe doré, lui,
et protéger les gouttes par une épaisse fourrure. Il n'a donc pas l'intention de laisser les caprices du ciel retarder son déjeuner. Bien qu'herbivore, il sait qu'il peut dénicher des larves réfugiées sous l'écorce ou la mousse. En cette saison, il se déplace beaucoup à la recherche d'arbres fruitiers dont il apprécie également les fleurs. Cela le change de son traditionnel menu de feuilles de bambou dont il doit se contenter tout le reste de l'année. Les singes dorés vivent en groupe d'une trentaine d'individus, toujours aux aguets. Hyperactifs, ils ne s'éloignent jamais les uns des autres. Bien qu'ayant peu de prédateurs, ces petits singes sont considérés comme menacés du fait de la raréfaction des forêts de bambou qui assurent leur subsistance. Aujourd'hui, ils ne vivent plus qu'ici, sur la chaîne volcanique des Virunga, à la frontière du Rwanda, de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo. Leur museau n'est pas jaune d'origine, mais en cette saison, il est souvent barbouillé de pollen. Le singe doré n'a pas qu'une tête de pitre. Il en adopte aussi le comportement lorsque quelque chose le surprend. La rencontre avec un gorille est fréquente, puisque les deux primates partagent le même territoire. Mais autant le dos argenté demeure placide face aux facéties du petit mammifère, autant le singe doré ne peut s'empêcher de saluer le géant à sa façon. Depuis sa forêt, Toti ne pourra jamais aller à la rencontre des gorilles. Car son territoire se limite à cet îlot forestier, heureusement préservé, mais étriqué. Au-delà de l'horizon, c'est le monde des hommes. Le monde de la déforestation, des plantations de thé et des pesticides chimiques qui nuisent gravement à la santé des chimpanzés et éliminent toute possibilité de vie sauvage. Alors Toti reste avec les siens. Ils s'amusent à observer leurs longues séances d'épouillage, un rituel très important chez les primates. Bien sûr, l'hygiène commande de se débarrasser des insectes parasites qui piquent et transmettent des maladies, mais les séances de toilettage servent aussi à tisser du lien social et à témoigner de son respect. Ainsi, les individus à la position hiérarchique élevée reçoivent plus de soins et d'attention qu'ils n'en distribuent eux-mêmes aux autres. De quoi rendre jaloux ceux situés en bas de l'échelle sociale. Ce sont donc souvent les sujets âgés qui bénéficient des soins des plus jeunes. Celui-ci se consacre à sa tâche avec dévotion. Une telle preuve d'altruisme nous rappelle que les chimpanzés sont les meilleurs représentants actuels de ce qu'étaient les premières sociétés humaines préhistoriques. Car ce n'est que depuis 7 millions d'années environ, une broutille au regard de l'âge de la Terre, que depuis un ancêtre commun, les chimpanzés et les humains se sont séparés en deux lignées distinctes. Si bien qu'aujourd'hui encore, malgré les évolutions de l'homme depuis l'Australopithèque, nos gènes sont identiques à plus de 98%. Presque humain, le chimpanzé est le plus proche parent de notre espèce.
Un parent que nous ne respectons pas, puisque nous détruisons son habitat. À tel point que sa population a chuté de 80% en un siècle et que les chimpanzés sont désormais menacés de disparition. À l'avenir, il n'y aura peut-être plus aucun grand singe pour nous délivrer de leçons d'humilité en nous rappelant d'où nous venons et ce que nous sommes. Avec l'extinction de nos cousins, c'est notre famille qui se meurt. Lorsqu'il contemple sa forêt, Toti ne sait pas qu'elle reste préservée grâce à son statut de parc national. Lui et son clan vivent confinés dans ce havre de paix, mais pour combien de temps encore? Peut-il seulement imaginer qu'il existe plus bas en altitude une nature sauvage totalement différente? En contrebas se dressent les contreforts de la grande faille est-africaine. Jusqu'à récemment, ce paysage de savane était considéré comme le seul berceau de l'humanité. Au petit matin, les oiseaux sont particulièrement actifs et le manifestent bruyamment. Les antilopes n'émergent de leur sommeil que plus lentement. En broutant dès le lever du jour, le cob de Fassa profite de la rosée pour se désaltérer un peu. Mais les herbivores restent aux aguets, car les prédateurs n'ont peut-être pas tous terminé leur chasse nocturne. Heureusement, cette famille de lions paraît repue et désireuse de se reposer. Ce buffle, bien que solitaire, n'est pas inquiet outre mesure. Le faucon ardoisé, lui, semble captivé par un étrange sifflement, comme un appel. C'est une femelle de cob d'Ouganda qui s'exprime ainsi. Cette jeune mère semble bien agitée. Son cri de détresse porte à une centaine de mètres mais finit par se perdre dans les forêts. Elle cherche dans toutes les directions, espérant une réponse de son petit. Mais le jeune cob ne répond pas, et il ne répondra d'ailleurs jamais. Il y en a un qui le sait bien. C'est le léopard. La mère du cob peut appeler et appeler encore de son cri déchirant. Elle devra se faire une raison. Elle ne reverra jamais son petit, car il n'est déjà plus de ce monde. Alors le reste du troupeau poursuit son chemin. Les cobs d'Ouganda préfèrent les positions dominantes où une meilleure visibilité leur offre un sentiment de sécurité. Mais malheureusement, l'eau est en bas. Et certains en font parfois les frais. Descendre pour se désaltérer est toujours risqué. La présence des vautours est significative. Ces charognards savent qu'ils dénichent ici régulièrement des résidus de prédation pour satisfaire leur appétit. Le léopard non plus ne se fait aucun souci pour son prochain repas. Il a repéré 2 antilopes bien insouciantes. Les jeunes cobs de Fassa jouent à mesurer leur force sous l'arbitrage avisé d'une ombrette africaine. L'oiseau s'intéresse en fait aux insectes que les 2 combattants font fuir avec leurs sabots.
Pour chasser, l'aigle hupard préfère prendre de la hauteur. Mais tenir en équilibre malgré les rafales de vent demande un peu d'adresse pour éviter les épines. Le vent apporte aussi l'odeur du danger. La hyène tachetée, flanquée de son indéfectible sourire, a besoin de 2 kilos de viande par jour. Si elle ne découvre pas une charogne, elle devra chasser avec sa meute. Heureusement, cette hyène ne semble pas affamée. À moins que, se sachant épiée par ses proies potentielles, elle ne simule l'indifférence. Voyant la hyène s'éloigner, les zèbres se détendent un peu. Les petits troupeaux comme celui-ci se sentent plus facilement menacés, surtout dans les hautes herbes. Bénéficiant d'une vue, d'une ouïe et d'un odorat très développé, les zèbres examinent les alentours à tour de rôle. Leur rapidité à la course leur permet d'échapper aux éventuels prédateurs. Mais encore faut-il les avoir repérés à temps. Les jeunes adultes évacuent leur trop-plein d'énergie par quelques joutes inoffensives. Avant que l'affrontement ne dégénère, les combattants sont rappelés à l'ordre. Le zébro, dissimulé derrière sa mère depuis qu'il a vu la hyène, n'est pas encore prêt à jouer avec ses aînés. Surtout si c'est l'heure de la tétée. Le singe patasse ne cherche pas à rester discret. Cette femelle vit dans un groupe d'une 50aine d'individus, mais réalise soudainement qu'elle est seule. Peut-être s'est-elle endormie ou a-t-elle dû fuir un fauve et a perdu sa famille. Dans la savane, chaque animal est souvent seul face au drame du quotidien. Même si son appel demeure sans réponse, elle finira peut-être par croiser un membre de sa tribu. À condition, naturellement, que son cri n'ait pas éveillé l'appétit du léopard. Le phacochère reste prudemment à distance. Se sentant en sécurité au milieu des cobs, ce mâle solitaire marque le tronc de son odeur. Ainsi, il retrouvera facilement cet emplacement digne de confiance où il pourra dormir ou se désaltérer. C'est aussi grâce aux odeurs que le cob d'Ouganda repère lorsqu'une femelle de son harem est en chaleur. S'ensuit une courte phase de séduction, un peu laborieuse, au cours de laquelle le mâle n'hésite pas à se montrer revendicatif. Il devra s'y reprendre à plusieurs fois et prouver sa détermination avant que la femelle ne se laisse brièvement saillir. En cette fin de saison humide, l'herbe de la savane est bien verte et savoureuse. Les girafes, quant à elles, préfèrent fréquenter les zones mieux boisées. Le feuillage des arbustes est plus nutritif. Elles en avalent une trentaine de kilos durant la journée, qu'elles rumineront une fois la nuit tombée. C'est la plus grande des sous-espèces de girafes qui vit ici, la girafe de Rothschild. Chez les mâles, la tête culmine à 5,80 m. Cela leur permet de se régaler des jeunes pousses à une hauteur à laquelle les antilopes n'ont pas accès. À 1 mètre du sol, la tête de la grue royale est elle aussi au perché. Vivant en couple, ce bel oiseau est l'emblème national de l'Ouganda. Le long cou de cette girafe à plumes ne lui sert pas à se nourrir en hauteur, mais au contraire à descendre très bas. Comme de nombreux échassiers, cette technique de chasse consiste à marteler le sol pour en déloger les insectes et les petits reptiles. De son côté, le guêpier à gorge rouge
est capable d'attraper les insectes en plein vol. Vivant en colonie, il effectue de véritables razzias chez les fourmis ailées, les mouches et les criquets. Le martin-chasseur aussi se nourrit d'insectes. Ainsi, contrairement à ses cousins martins-pêcheurs, il n'est pas dépendant des zones humides. Si celui-ci entretient son plumage, celui-là s'égosille déjà pour sa parade amoureuse. En basse altitude, les forêts se développent autour des cours d'eau. Elles abritent des espèces différentes de la savane, notamment en ce qui concerne les primates. Reconnaissable à sa robe noire et blanche, tel un magistrat, le Colobe guéreza vit en petits groupes d'une dizaine d'individus. Plusieurs femelles et leurs petits se rassemblent autour d'un mâle dominant. Les plus dévouées sont les femelles, qui passent beaucoup de temps à l'épouillage, notamment auprès de leurs jeunes. Sa bouche tombante donne au Colobe guéreza un air dépressif. Mais rien n'est plus trompeur, car c'est un singe dynamique, capable de sauter jusqu'à 10 mètres de branche en branche lors de courses endiablées. Il en faudrait plus pour distraire ce couple de calaos à joues grises, occupés tantôt à se chamailler, tantôt à se réconcilier. Cet oiseau hyperactif manie son bec imposant comme un véritable outil. Marteau, pince, ciseaux ou pied de biche, il peut tout faire. Celui-ci récolte des bouts d'écorce pour aménager son nid dans la cavité d'un arbre. À cette occasion, il peut dénicher des larves qui compléteront son régime alimentaire essentiellement frugivore. Curieux de tout, le calao ne s'arrête jamais. Au contraire, le Cercopithèque ascagne n'est actif que le matin et le soir. Cet amusant petit singe se distingue par sa queue rousse, mais aussi par le flocon de neige en forme de cœur posé sur son nez. À l'instar de beaucoup d'animaux frugivores, il participe à l'ensemencement de la forêt grâce aux graines qu'il disperse dans ses fientes. Comme quoi, l'on peut avoir une tête de clown et faire pousser de grands arbres. Lesquels arbres servent de tour d'observation à Toti. Mais comme grimper sa creuse, le chef du clan des chimpanzés doit faire une pause dans sa surveillance. Il connaît parfaitement son territoire et sait où dénicher les meilleurs fruits. Le fruit du jacquier, très fibreux, est nourrissant, mais un peu pénible à avaler. En dessert, Toti préfère donc les figues juteuses qu'il choisit soigneusement en les reniflant. Il s'assure ainsi de leur forte teneur en sucre avant de devoir consacrer un certain temps à leur épluchage d'un habile mouvement des lèvres contre les dents. Tandis que Toti relâche un peu son attention, les autres chimpanzés du clan vaquent à leurs occupations. Mais ses lieutenants restent vigilants.
Se sachant repéré, l'intrus s'éloigne. S'il avait été étranger au clan, il aurait été pourchassé et sans doute tué. Mais lui est un membre du groupe provisoirement banni, sans doute pour avoir tenté de renverser Toti. Il pourra progressivement réintégrer le clan, mais plus tard. Cela a permis à Toti de constater qu'il pouvait compter sur la loyauté de ses lieutenants qui ont donné l'alerte. Il a donc toutes les raisons de se sentir détendu et de se laisser aller à ses rêveries intérieures. Son imagination s'envole au-dessus de la canopée, vers le nord, comme attirée par le puissant rugissement d'un fleuve lointain. L'eau bouillonne au milieu de la forêt. C'est un torrent d'une telle force qu'il réussit à traverser le désert du Sahara et à conduire les pluies équatoriales jusqu'à la mer Méditerranée. Car c'est ici que s'élance le deuxième plus long fleuve du monde, le Nil. Les chutes Murchison, du haut de leurs 43 mètres, représentent le point symbolique des sources du Nil, même si l'eau provient en fait du lac Victoria et de ses affluents en amont. Arrivé en contrebas, le fleuve s'élargit et les eaux calmes permettent à la flore et à la faune de s'établir. Les roselières abritent de nombreux oiseaux piscivores, tels ce géant solitaire, le bec en sabot du Nil, et ses 1,20 m de haut. C'est naturellement un paradis pour les différentes espèces de martins-pêcheurs qui profitent ici d'eau poissonneuse. Pour pêcher, le tantalibis agite la vase avec une patte afin de déloger les vers et les petits poissons qui se jetteront directement dans son bec. À l'affût de proies plus imposantes, l'aigle pêcheur surplombe le cours d'eau. Ici, il peut apprécier un panorama intact parce que préservé. Il n'y a plus guère que dans les parcs nationaux que les paysages ne sont pas constellés de constructions humaines. En cet endroit, les bords du lac Albert restent libres d'accès pour la grande faune. Nulle route ne vient perturber les mouvements d'animaux. Mais cela risque de ne pas durer, car des gisements de pétrole récemment découverts ici pourraient bientôt être exploités. Pourtant, un libre accès aux berges est très important pour les éléphants. Leur besoin en eau est grand, tant pour se désaltérer que pour se rafraîchir. Les rives du lac constituent un lieu de regroupement des troupeaux. C'est l'endroit idéal pour faire des rencontres et saluer ses anciennes connaissances. La végétation y est plus généreuse, ce qui est primordial pour ces pachydermes qui ont besoin d'en avaler quotidiennement près de 150 kilos.
La promiscuité des mâles leur donne l'occasion de se livrer à quelques combats. Puissants, mais sans véritable violence, ces affrontements visent plus à mesurer sa force qu'à blesser l'adversaire. L'enjeu devient réellement important lorsqu'il s'agit de prouver sa vigueur à une femelle en chaleur. Il convient donc de s'entraîner régulièrement, mais sans hargne. La joute s'arrête immédiatement dès que l'un des deux combattants capitule et s'éloigne. Plus au sud, au niveau de l'équateur, la température dépasse les 35 degrés à l'ombre. En saison sèche, les troupeaux de buffles profitent des hauts fonds pour se rafraîchir aux heures les plus chaudes. Bien groupés pour pouvoir somnoler en toute sécurité, ils ont su se faire accepter par les hippopotames, les véritables maîtres des lieux, pourtant guère réputés pour leur amabilité. Surveillés de loin par le mâle dominant, les femelles hippopotames restent proches les unes des autres dans la journée. Pesant 1300 kg, elles sont trop lourdes et de constitution trop dense pour bien flotter. Elles se reposent donc là où elles ont pied et servent d'appui à leur unique petit. Et qu'importent les protestations des grenouilles dont elles envahissent le territoire. Puisqu'ils naissent dans la rivière, les jeunes hippopotames sont capables de téter sous l'eau. Mais ils manifestent parfois leur impatience pour que leur mère sorte du bain. Car les adultes se nourrissent exclusivement à terre, généralement de nuit. Cela n'empêche pas les plus gourmands de répondre à l'appel de leur estomac dès la fin de l'après-midi. Sur les petites rivières, la promiscuité entre individus est plus importante. Au crépuscule, le groupe sort de sa torpeur. Les petits jouent entre eux, tandis que les adultes marquent bruyamment leur position pour ne pas se faire piétiner. Les hippopotames sont impatients que la nuit tombe pour monter sur les berges. Là, ils s'éparpilleront dans la nature pour se nourrir jusqu'au matin. Mais comme il est difficile de s'élancer le premier, les animaux se haranguent en attendant que le plus courageux lance le mouvement. Et tandis que le soleil se couche, les vocalises des pachydermes résonnent de plus belle et atteignent parfois les oreilles de Toti. Ainsi, le chef des chimpanzés passe de longues minutes à rêvasser. Bien sûr, sa pensée est non verbale, mais simplement visuelle, comme celle d'un nourrisson humain. En observant son clan, il constate jour après jour l'harmonie qui y règne. Il voit les membres de sa communauté s'occuper les uns des autres avec respect et dévouement. Il peut ressentir la sérénité qui émane de ses congénères. Chacun se sent à sa place et tous entretiennent des relations de confiance. Bien sûr, il y a des individus plus solitaires que d'autres. Mais celui-ci est enrhumé, alors il reste dans son coin en espérant guérir. Les chimpanzés ne parlent pas, mais ils sont très attentifs à leur entourage. Leur visage, particulièrement mobile, permet une multitude d'expressions qu'ils comprennent mieux que nous.
Cela leur sert à communiquer de façon plus complexe et subtile que d'autres primates. Ils ont développé un vrai sens de la psychologie, indispensable pour la vie en société. Les petits reçoivent une éducation qui leur laisse beaucoup d'indépendance, laissant libre cours à leur curiosité naturelle. Celui-ci observe le visage de ses aînés et cherche à en interpréter l'expression. Il y a de quoi se creuser la tête. Cette jeune mère doit encore garder son nourrisson contre elle. Né il y a seulement quelques semaines, il est pour l'heure incapable de la suivre dans les arbres. Car c'est souvent au perché que les chimpanzés font leur nid pour éviter les prédateurs et les moustiques. En repliant les branches sur une intersection, elle a vite fait d'assembler un confortable matelas de feuilles. Le nid ne peut abriter qu'un seul individu adulte et ne servira que pour une seule nuit. Il n'y a donc pas de place pour le frère aîné qui devra construire son propre nid. Mais cela n'empêche pas d'aller dire bonsoir et de quémander quelques papouilles. En fin de journée, la fatigue s'abat sur la petite communauté. Le calme ambiant devient encore plus calme. Et les paupières encore plus lourdes. Ce vieux mâle semble s'apercevoir que même se nourrir est lassant et qu'une pause s'impose. Dans cette végétation foisonnante, les chimpanzés restent toujours à l'écoute. Il n'y a plus guère de mouvement dans la forêt, si ce n'est les chimpanzés qui grimpent aux arbres les uns après les autres pour aller s'isoler au milieu du feuillage. Et là, chacun se retrouve dans son nid, enveloppé dans la végétation, protégé par le manteau vert de la canopée. Le chimpanzé confie son corps à la nature et s'endort. Toti se retrouve seul sur le sol. Il jette un regard paternel sur les membres de son clan. Peut-être se réjouit-il de l'équilibre qui règne dans son groupe, de la confiance mutuelle qu'il a su instaurer. Bientôt, lui aussi grimpera se coucher. Savourant le repos, il va une fois encore rêver au territoire paisible qu'il a la chance d'habiter. Cet ultime sanctuaire sur lequel les chimpanzés règnent depuis l'aube de l'humanité.